Leur règne avait été marqué par l'épanouissement d'une civilisation remarquable, mais aussi par une destruction et une violence sans pareille. S'ils avaient réussi à étendre leur domination à l'ouest de leur steppe natale, ils n'avaient en revanche jamais réussi à s'imposer dans les régions situées à l'est. Tout a changé au début du XVIe siècle avec un descendant de Tamerlan et Gengis Khan. Le premier empereur moghol Babur a décidé d'implanter les idées et la culture d'Asie centrale dans une région du monde complètement nouvelle, l'Inde. Gengis Khan aussi avait voulu conquérir l'Inde. Il était allé jusqu'aux frontières indiennes, puis il était reparti. Tamerlan avait fait exactement la même chose. Babur, lui, a dit « Je suis allé en Inde parce que ce pays appartenait à mes ancêtres ». Le 21 avril 1526, c'est dans la plaine de Panipat que se sont affrontés l'armée du prince moghol Babur et les troupes du sultan de Delhi. 15 000 soldats et quelques pièces d'artillerie face à 150 000 hommes et 300 éléphants de guerre. Pourtant, en quelques heures, Babur a écrasé les forces du sultan Ibrahim Lodi, tué pendant la bataille. Cette victoire a marqué la fondation de l'Empire moghol. Mais si Babur était désormais le souverain d'un des royaumes les plus riches du monde, il n'aimait pas son pays d'adoption. Pour quelqu'un qui était originaire d'Asie centrale, l'Inde, ou l'Hindoustan comme on disait, était une terre d'abondance. Il suffisait de planter la moindre graine pour qu'elle pousse miraculeusement. Mais on sait que Babur ne s'y plaisait pas parce qu'il l'a écrit dans ses mémoires, le Baburnama. L'Hindoustan est une région sans grand charme. Ses habitants ne sont pas beaux. Quant aux relations sociales et aux visites, elles sont inexistantes. Il n'y a aucune symétrie, aucune méthode, ni aucune qualité dans l'artisanat et le travail. Il n'y a ni bons chevaux, ni bons chiens. Pas de bons raisins, de bons melons ou de bons fruits en général. Pas de bougies, de torches, ni même de bougeoirs. Malgré son mépris, Babur n'avait pas l'intention d'abandonner ce pays qu'il avait conquis. Et puisqu'il ne voulait pas retourner vivre en Asie centrale, il a décidé de recréer une petite oasis timouride en Inde. Voici un charbagh, un jardin moghol typique, une tradition que Babur a introduite dans le paysage indien. Le charbagh représente un lien très ténu avec les paysages qu'il avait quittés. Il a voulu superposer un ordre spatial familier à une terre étrangère. Dans ce sens, ces jardins constituent une sorte de marquage territorial, une façon d'exercer un contrôle sur cette terre. Les canaux rappelaient à Babur les torrents d'Asie centrale, le paradis sur terre qu'il avait dû abandonner. Mais dans leur conception générale, les jardins moghols symbolisaient aussi le paradis céleste. Le Coran décrit le paradis comme un endroit où coulent plusieurs rivières.
Dans le jardin d'Éden originel, il y avait d'innombrables arbres fruitiers, des vergers et des buissons qui embaumaient, puisque le parfum est une des composantes du paradis. Les charbags étaient un symbole de raffinement. Toute personne un tant soit peu importante se devait d'avoir un jardin avec des canaux ou une rivière. En recréant un peu de son Asie natale, Babur était motivé par le désir de se sentir chez lui et de marquer l'Inde de son empreinte. Mais son ambition suprême était de reconstituer un empire digne de celui de ses ancêtres Tamerlan et Gengis Khan. Son territoire s'étendait désormais sur des milliers de kilomètres à travers l'Inde du Nord. Et au cours des 30 ans qui ont suivi sa mort, ses successeurs ont fait bâtir des monuments extraordinaires. Le premier est un tombeau construit pour son fils Humayun. Pour la première fois, l'architecture d'Asie centrale fusionnait avec les matériaux et l'artisanat indien. Cela paraît incroyable que les Moghols soient parvenus à une telle perfection dès la première réalisation de la dynastie en Inde. 4 siècles plus tard, les visiteurs sont toujours impressionnés par la splendeur du bâtiment. Les Moghols avaient compris une chose importante. S'ils voulaient que leur empire dure, ils ne pourraient pas se contenter d'importer en Inde les idées et la culture d'Asie centrale, comme Babur l'avait fait avec ses jardins. Il leur faudrait composer avec la population et ses traditions. Le tombeau d'Humayun était un caveau familial. Aujourd'hui encore, on l'appelle la maison de Tamerlan, parce qu'il contient 160 tombes de familles mogholes. Mais ce qui fait sa particularité, c'est le fait qu'il s'agit de la première tombe-jardin de cette taille. Le dôme mesure près de 45 mètres de haut. Le bâtiment lui-même couvre une superficie de plus de 8000 mètres carrés. L'épi de faîtage fait 6 mètres. L'ensemble contiendrait facilement une dizaine de tombeaux comme on les faisait avant à Delhi. Sa construction marque le début de l'ère des Moghols en Inde. C'est le symbole de la présence permanente de cette dynastie nouvelle, et bien plus puissante que toutes les précédentes. Aujourd'hui, d'importants travaux de restauration ont été entrepris sur plus de 72 niches. Ils montrent que les Moghols avaient intégré de nombreux éléments de la culture indienne. Les motifs géométriques sont d'inspiration persane, mais les artisans sont indiens, tout comme il y a 3 siècles quand le mausolée a été construit. L'important dans ce tombeau, c'est que des artisans perses et indiens sont parvenus à réaliser une synthèse quasiment parfaite de l'architecture timouride. On reconnaît le motif de crénelure. Il y a aussi l'étoile à 6 branches caractéristique qu'on retrouve dans l'architecture musulmane jusqu'en Turquie et même plus loin. Des voûtes, des dômes, des minarets d'angle, de la céramique. Ce n'est pas étonnant qu'on ait choisi ce style pour le plus célèbre des monuments moghols, le Taj Mahal. Le tombeau d'Humayun est le précurseur du Taj. L'intégration culturelle a joué un rôle important dans l'implantation de l'Empire moghol. Mais pour être durable, elle exigeait plus que la fusion d'influences architecturales différentes et l'emploi d'artisans locaux. Le style de vie de la cour était l'apanage de l'élite moghole.
Au XVIe siècle, cela représentait environ 700 notables qui gouvernaient une population de 120 millions de personnes. Les Moghols se sont trouvés confrontés à un défi de taille. Ne pas s'aliéner une population totalement différente sur les plans culturels, économiques et surtout religieux. En effet, elle était hindoue à 90%, tandis que les Moghols étaient des musulmans sunnites orthodoxes. Les premiers empereurs moghols sont parvenus à instaurer une certaine harmonie, malgré les divisions potentielles. Un des éléments de leur réussite a été le soufisme. Cette branche de l'islam allait jouer un rôle essentiel dans la conversion des hindous à la religion des souverains moghols. Aujourd'hui encore, des sanctuaires comme celui de Nizamuddin Aulia attirent de nombreux fidèles. Depuis 700 ans, c'est un lieu sacré. Pas seulement un lieu de pèlerinage, mais un endroit où les gens viennent se faire bénir selon le rite soufi, communiquer avec eux-mêmes et avec un ordre mystique supérieur, et écouter du qawwali. C'est une échappatoire mystique dans une ville comme Delhi. Le soufisme est le mysticisme de l'islam. Les soufis aiment Dieu par-dessus tout. Ils sont dans une quête permanente de Dieu. En 1200 après Jésus-Christ, un flot constant de fidèles est arrivé de Multan au Pakistan et d'Afghanistan pour porter le message d'un autre islam. C'est comme ça que Delhi est devenu le cœur de l'islam soufi. Lorsque les Moghols ont conquis l'Inde, ils n'ont pas hésité à encourager le soufisme, comme leurs ancêtres l'avaient fait en Asie centrale. Dans ce creuset multireligieux, une telle décision a largement contribué à faire accepter leur domination. Il y a des religions qui interdisent leurs lieux de culte aux non-pratiquants. Les soufis, eux, sont extrêmement accueillants. Personne n'est exclu. Le soufisme a beaucoup aidé les Moghols. Ils n'auraient jamais pu gouverner un empire aussi vaste s'ils avaient soutenu seulement une certaine frange de sa population. Les soufis leur ont appris qu'il faut accueillir tout le monde sans faire d'exception. Les premiers empereurs moghols avaient tout intérêt à encourager la propagation du soufisme, car l'ouverture de cette doctrine sur les autres religions permettait d'éviter les conflits. Grâce à une organisation administrative structurée, et grâce à la fusion des valeurs culturelles et religieuses d'Asie centrale et d'Inde, le puissant empire moghol a connu une longue période de stabilité politique et a accumulé les richesses. Il a connu son apogée pendant le règne de Shah Jahan et a aussi commencé à attirer l'attention du reste du monde.
À l'époque de Shah Jahan, l'Empire était extraordinairement riche. Des voyageurs venus du monde entier ont témoigné de sa splendeur. Voici le récit de 2 Hollandais. Ici, les nobles vivent dans un luxe inouï. Leur seul souci est de jouir de tous les plaisirs possibles. Dans le palais de ces seigneurs, on peut admirer des trésors qui brillent et scintillent sous les yeux de tous. Shah Jahan souhaitait étendre cette splendeur à tout son empire. En 1638, il a quitté Agra et a choisi comme capitale Delhi. Il l'a rebaptisée Shah Jahanabad et a décidé d'y faire bâtir des édifices dignes de ses ancêtres. La Jama Masjid rappelle les mosquées monumentales de Tamerlan en Asie centrale. Quant au Fort Rouge, il surpasse les palais des premiers souverains moghols. À son achèvement, Shah Jahanabad passait pour être la plus grande capitale du monde et la plus somptueuse. Mais c'est sur la rive de la Yamuna à Agra que Shah Jahan a fait ériger le monument qui symbolise à jamais la splendeur de l'ère moghole. Pourtant, le Taj Mahal n'était pas un symbole de puissance, mais l'expression de l'immense chagrin et de l'amour éternel du souverain pour son épouse. Mumtaz Mahal était la favorite de Shah Jahan. Elle est morte en donnant naissance au 14e enfant du couple. Shah Jahan a été anéanti. Il a voulu immortaliser l'amour qu'il lui portait et perpétuer à jamais son souvenir. C'est comme ça que Shah Jahan imaginait le paradis. Le marbre blanc représente la sérénité et la paix. Le paradis étant un lieu parfaitement ordonné, tout est symétrique. Chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de place pour le chaos. Bien qu'il s'agisse d'un mausolée, le Taj Mahal est la réalisation la plus sublime de Shah Jahan et de l'ère moghole. Le Taj Mahal marque l'apogée du règne de Shah Jahan, mais aussi de l'Empire moghol. Il représente la paix, la sérénité, l'harmonie et la symétrie, en quelque sorte une métaphore de l'Empire et de sa longévité. En suivant les traces de ses ancêtres, Shah Jahan a fait bâtir un monument qui reflétait le passé, son héritage d'Asie centrale, et célébrait le présent, la grandeur de l'Empire moghol. Mais ce monument était également la promesse d'un avenir. Il témoignait de façon glorieuse de la réussite extraordinaire des empereurs moghols, originaires des steppes d'Asie centrale, le creuset asiatique où le monde moderne a peu à peu pris forme.
La semaine prochaine, des premiers